crois que vous connaissez ces lieux, Ariel Dombasle. Alors c'est très émouvant parce que je me rendais compte qu'en fait c'est la scène sur laquelle j'ai le plus joué. J'ai chanté davantage sur d'autres scènes, mais celle-ci, j'ai joué, je ne sais plus à quelle date et dans quel moment de mon existence, mais j'ai joué 2 pièces ici, et finalement j'étais assez débutante. J'ai joué sous le regard tellement bienveillant et tellement savant d'une femme qui est morte maintenant, mais qui a été 20 ans une sorte d'âme de ces lieux, qui s'occupait des cahiers Renaud Barrault et qui est Simone Benmoussa. Simone Benmoussa est un metteur en scène qu'on peut qualifier d'avant-garde, qui a monté Nathalie Sarraute, elle a été la première à le faire, qui a découvert Glenn Close aussi, qui a fait travailler Susanna York, et quand elle m'a dit « mais tu dois faire du théâtre », et je te vois dans du Henry James, ça m'a bouleversée que l'on puisse m'imaginer dans du James. Et ça a été une très très grande aventure pour moi. Henry James, The Diary of a Man of 50, c'est-à-dire le journal d'un homme de 50 ans. Et ça s'appelait Retour à Florence. Et je jouais la comtesse Bianca Scarabelli. Et j'avais très peur. Parce que Simone Benmoussa était quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Mais je n'avais eu qu'une expérience au théâtre qui était avec Romer, la petite Catherine de Heilbronn, une pièce de Kleist, extraordinairement romantique et très difficile à jouer. Et ça avait été Hernani, vraiment la bataille d'Hernani. On jouait ça à Nanterre et les gens se battaient dans la salle. Donc ma première expérience avait été terrifiante parce que très controversée. Et Romer, l'idée qu'on s'attaque à un texte hyper romantique, ça avait enflammé le public. Donc j'avais peur du théâtre. Et finalement, Simone Benmoussa m'a réconciliée avec la joie d'être au théâtre. Elle vous a mise en scène 2 fois. Oui, parce qu'elle m'a mis en scène aussi dans une pièce incroyablement audacieuse et intéressante de Goffredo Parise. Goffredo Parise est un auteur qui a écrit pour Pasolini, qui est un écrivain, qui a commencé par être peintre. Et puis il a rencontré à Venise Truman Capote et Marilyn Monroe d'ailleurs. Et il a changé sa trajectoire, il a commencé à écrire pour les metteurs en scène, pour le cinéma et pour le théâtre. Et l'absolu naturel, c'était extraordinairement réussi. L'idée de la pièce, c'était d'essayer de trouver ce qu'est l'essence du féminin et l'essence du masculin. Et la confrontation de ces 2 univers hétérogènes, selon Goffredo Parise. Donc voilà, cette scène est merveilleuse. Et ce qui est inouï avec le théâtre, c'est que par rapport au cinéma, le théâtre, c'est le lieu de la vérité des êtres et de la liberté. Parce que, bon, comme on sait, il y a toute une si grande pesanteur maintenant avec le cinéma, qui est quelque chose qui est toujours très cher. Et le théâtre, depuis les parvis des églises au XIVe siècle, ça a toujours été le lieu du mystère et le lieu de la reconnaissance humaine et de l'audace. Et je me souviens que dans Retour à Florence, vous savez, c'était dans les années 80. Alors le théâtre dans les années 80, il y avait évidemment tous ces metteurs en scène qui, suite aux années 70, voulaient déstructurer. On ne voulait plus les scènes à l'italienne. Alors Chéreau ne voulait personne dans la fosse, Gruber voulait casser les cadres du théâtre, on ne voulait plus de rideaux rouges, enfin, on voulait des tréteaux, on voulait du noir. C'était un affrontement presque politique, esthétique et politique. Et Simone Benmoussa
avait utilisé les rideaux du théâtre. Elle avait au contraire mis beaucoup de rideaux comme évocation des circonvolutions de l'inconscient. Et à chaque scène, il y avait des rideaux qui évoquaient le fait qu'on allait plus profondément dans les êtres et dans le temps. C'était très beau comme mise en scène. Je ne l'ai pas connue, mais c'est une femme magnifique. Et si vous le permettez, je vais vous lire maintenant quelque chose, un texte que je trouve non moins magnifique d'ailleurs, et qui est extrait du dernier livre, du dernier ouvrage de Frédéric Mitterrand, qui s'intitule Le Festival de Cannes, qui est paru chez Robert Laffont il y a 2 mois, ou 1 mois peut-être, et dans lequel, entre autres, il dit ceci. « Autrefois, je passais vite sur la croisette entre 2 films, sans me demander si elle offrait une promesse de drague, dont je constate maintenant qu'elle n'était pratiquement jamais tenue. Je fonçais à la plage pour retrouver ma petite bande. Je vois, comme si je venais de me réveiller, Ariel Dombal et Tony Marshall, corps ravissants et têtes bien faites, chacune à sa manière, sautant entre les vagues en bikini et nageant la tête haute pour ne pas se mouiller les cheveux, avec des airs concentrés de collégiennes qui ne feraient pas attention aux messieurs. Elles étaient encore à peu près inconnues, idéalement gentilles, bien plus avisées que les garçons qui leur tournaient autour. Des amis pour la vie, même si nous ne fréquentons plus tout à fait les mêmes mondes. » Ah oui, c'est Frédéric Mitterrand qui a écrit ça. Oui, c'est adorable. J'aime beaucoup Frédéric Mitterrand. Et vous savez, j'ai fait mon premier film en tant que réalisatrice. J'ai toujours été, comment dire, quelqu'un de polymorphe. Voilà, j'ai toujours voulu suivre des passions et elles étaient multiples. Alors, comme vous êtes un peu penché sur mon parcours, vous avez vu que j'ai en effet fait du théâtre, j'ai fait du cinéma, mais j'ai mis en scène aussi. Et avant puis, le théâtre, ou pratiquement. Oui, avant le théâtre. Votre premier film, c'était pas mal d'années avant Simone de Mussard. Chasse et croisée. Et c'est grâce à Frédéric Mitterrand que ce film a eu une vraie distribution, c'est-à-dire qu'on a pu le voir pendant 6 mois dans un cinéma, les cinémas olympiques à l'époque. Et ça, c'était bien. C'était quelque chose de si spontané. La première personne qui m'a fait jouer, parce que je suis arrivée, moi je suis une Française d'adoption, je suis en fait une Américaine élevée au Mexique, donc quand j'arrive en France à 18 ans, la première personne finalement qui m'a regardée et qui a pensé que peut-être je pouvais faire quelque chose, c'est donc grand-mère. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de tellement fin, de tellement érudit, de tellement... Enfin, qui m'a tout de suite initiée à la parole française, au texte français. Il m'a fait lire Marivaux, Racine, tellement de choses que je ne connaissais pas. Vous venez de faire allusion, Ariel, à vos origines américaines, puisqu'effectivement vous êtes né aux États-Unis et que vous avez vécu au Mexique très longtemps. Et dans votre ascendant, je ne parle pas d'astrologie, je n'y connais rien et ça ne m'intéresse guère, mais je parle de vos grands-parents. Il y a 2 personnages vraiment magnifiques. D'abord, il y a quelqu'un, on va parler de votre grand-mère très vite, puisque je pense qu'elle a été pour vous plus que déterminante. Enfin, elle a été votre... C'est elle qui vous a formé, qui vous a convaincu, qui vous a peut-être structuré. Mais il y a un type étonnant, c'est ce Maurice Garot-Dombal, duquel vous portez le nom, et qui est un type qui a su dire non, puisque j'ai lu par-ci par-là, et plutôt plus en détail que cela, que cet homme a été de ceux qui, hors de France pendant la guerre, se sont tout de suite insurgés contre le régime de Pétain. Et qui tout de suite s'est dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. On ne savait pas très bien quoi, mais il fallait en tout cas s'opposer à cette demande d'armistice. Et ce qui lui a valu d'ailleurs d'entrer dans les rangs gaullistes hors de France et ensuite de représenter la France libre. Voilà, c'était quelqu'un de merveilleux. Je me souviens de ce grand-père qu'on appelait Son Excellence. Oui. Alors déjà, quand j'étais enfant,
appeler quelqu'un son excellence, c'était très intimidant. Mais j'ai grandi parmi des gens assez intimidants, même très intimidants. Il y avait des gens toujours très remarquables autour de moi. Et mon grand-père était l'un d'eux. Et c'est vrai qu'il a rejoint le général de Gaulle en tant qu'il était diplomate à l'époque. Il est le premier diplomate à avoir refusé et donc à quitter la diplomatie pour rejoindre de Gaulle à Londres. Et après, le général de Gaulle l'a envoyé au Mexique il représentait dans toute l'Amérique latine le général de Gaulle et la France libre. Donc c'est vrai qu'il faut être fier de personnages héroïques comme ça qui vous précèdent. Non moins héroïque, mais dans un autre genre, votre grand-mère, que vous appelez, ou qu'on appelle Maina, je crois. Mana, pardon. Alors c'est une femme prodigieuse. D'abord physiquement, ensuite, vous comprenez que ça ne me laisse pas indifférent, c'est une femme qui écrit. Oui. Elle a même publié des livres, et je donnerais cher pour les lire d'ailleurs, en tout cas pour l'un d'entre eux qui est reproduit dans cet ouvrage à vous consacrer. C'est un livre qui s'appelle Masque. C'est formidable pour une grand-mère de comédienne d'écrire un livre qui s'appelle Masque. Et alors, elle est entourée d'amis qui sont, sinon tous, mais pour beaucoup d'entre eux, des gens, comme vous venez de le dire, extrêmement impressionnants. Alors j'en ai relevé quelques-uns. D'abord, les deux plus grands écrivains mexicains, dont l'un, heureusement, est encore de ce monde. Je veux parler de Carlos Fuentes et de Octavio Paz. Bon. La femme peintre magnifique, Tamara de Lampica, le peintre mexicain, Rufino Tamayo, Julio Cortázar, qui pourrait être né à Bruxelles, n'en est pas moins un écrivain de langue espagnole. Gabriel Garcia Marquez, citoyen colombien, mais qui a longtemps vécu au Mexique. Et puis aussi des gens, alors, qui sont proches d'ailleurs de la France libre, dont vous évoquiez tout à l'heure l'existence à propos de votre grand-père. Enfin, proche plus ou moins d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai. Je parle d'Alexis Léger, plus connu sous le nom de Saint John Perse, prix Nobel en 1960, de Paul Claudel, et même, ai-je lu quelque part, de Ray Bradbury. Alors, vous avez fréquenté tous ces gens-là quand vous étiez petite fille. Oui, quand j'étais petite fille. Et bizarrement, bien sûr, et plus tard dans l'existence et dans notre parcours, on a cette mémoire qui est tellement riche de références, mais souvent des références même écrasantes. C'était des gens tellement brillants, tellement étonnants, qu'en tant qu'enfant, je voyais tous ces personnages et je me sentais plutôt comme un pauvre petit moustique à côté de gens si extraordinaires. Vous parlez quelle langue ? Alors, au début, je ne parlais qu'espagnol, parce que j'étais au Mexique, élevée au Mexique, et puis après, j'ai appris le français à l'école, et je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, malheureusement, j'en fais encore. Ça, j'ai honte de l'avouer. Mais ça ne s'entend pas. Heureusement. Heureusement. Mais donc, quand je suis arrivée en France, j'ai vécu chez ma grand-mère. Je dis toujours que je n'avais que des amis de 90 ans, mais remarquables, je les adorais. Et elle voyait des gens extrêmement intéressants. Et ça, c'est elle qui m'a emmenée dans les musées, c'est elle qui m'a fait lire, c'est elle qui m'a fait aimer la peinture, c'est elle qui m'a fait écouter de la musique. Vous savez, quand on a 18 ans, etc., on est iconoclaste. Moi, je ne pensais qu'à une chose, c'est être pieds nus, à faire de l'autostop, et enfin, à être anarchiste. Enfin bon. Puis je venais du Mexique, j'étais comme un espèce de petit cheval fou. Et heureusement, elle était là pour me montrer le droit chemin. Vous aviez un père magnifique, hein, d'après les photos. Oui. Une sorte de... Il ressemble, m'a-t-il semblé, il m'a fait penser à Giuseppe Agnelli, vous voyez, ce côté comme cela, altier, grande famille, toujours bronzé, le regard bleu, et le genre de gens à qui rien ni personne ne peut résister. C'est vrai. D'ailleurs, il était un grand séducteur et il m'a toujours fait peur. Ouais. Moi, j'ai toujours eu peur de mon père, c'est étrange. Et je n'ai pu lui parler qu'à la veille de sa mort. Je ne lui avais jamais parlé. C'est drôle. Enfin. Au fond, de fait, vous avez mis en scène 2 longs métrages, dont un en 1981, si je me souviens bien, Chassé-Croisé. Bon, oui. Vous n'aviez qu'à peine touché au théâtre. Et Nicole Garcia, ici même, il y a 8 jours, faisait la parenté entre la mise en scène de cinéma et le théâtre.
qu'elle trouvait beaucoup plus proche que la mise en scène de théâtre. Elle disait que entre l'interprétation théâtrale et la mise en scène de cinéma, il y a des vrais liens. Et donc vous faites Chassé-Croisé en 1981. Et alors c'est assez amusant de voir à qui vous avez demandé d'être votre interprète là-dedans. Oui. Et bien sûr, j'ose dire bien sûr, puisqu'il est aussi romérien que vous, Pascal Grégory, qui est votre compagnon professionnel de longue date, Pierre Clémenti, François-Marie Bagné, le photographe si doué et à ses heures romancier que nous connaissons, Alexandra Stewart, et puis quelques figurants, Pierre-André Boutan, Philippe Collin, et aussi, ai-je lu, Roman Polanski. Voilà, je dois dire que j'ai vu ce film en son temps, chez notre ami Frédéric Mitterrand d'ailleurs. Voilà. Mais je ne me souvenais pas de Roman Polanski. Tout le monde il était dedans bel et bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ce sont des gens qui comme ça, m'ont fait confiance. Alors évidemment, c'était un film, mais c'est une chose, une de plus que m'a soufflé Romer. C'est que dans la vie, on ne sait jamais ce qui est le fruit du hasard et ce qui est le fruit de la volonté. Et nous sommes tous tout de même toujours emportés par les événements. Mais si on veut faire des choses et si on a une passion, une ténacité chevillée au corps, eh bien on y arrive toujours. Oui. Il m'a dit, mais si tu veux faire un court-métrage, mais loue une caméra et fais-le. Alors, just do it, comme on dit chez Nike. Just do it. Ouais. Et alors, évidemment, en 81, il y avait peu de femmes. C'est vrai qu'il y a toujours eu peu de femmes au cinéma. Maintenant, il y en a un peu plus. Mais en plus, moi, j'étais très, très jeune. Voilà. Et il faut quand même une autorité. Mais les gens étaient d'une telle gentillesse, d'une telle indulgence. Et ils ont participé à mon film. Et il y avait aussi même la fille de Marlon Brando. Oui. Voilà, qui était de passage à Paris. Et je lui ai dit, ah, mais je fais un film. You're in, lui avez-vous dit, en américain, qui est votre langue maternelle. Voilà. Est-ce que vous êtes ou pas dans un film insensé qui s'appelle La Montagne Sacrée d'Alejandro Jodorowsky, qui, comme son nom l'indique, est mexicain. Alejandro Jodorowsky, chilien, oui, est un personnage comme ça assez ésotérique qui a fait partie du mouvement Panique et qui était mon voisin à Mexico. Et on habitait la même Plaza de Janeiro, era mi vecino. Et alors, il s'accrochait à la grille du jardin et il déclamait des poèmes au milieu de la nuit. Et alors, mon père n'était pas content du tout de cette espèce de personnage hurluberlu qui, en plus, défrayait la chronique, parce qu'il a fait avec Topor partie du mouvement Panique. Oui. Donc, c'était comme ça une esthétique surréaliste et des choses choquantes, un peu du Buñuel sans la poésie, avec autre chose, de la provocation. C'était un grand provocateur. Il y avait Arrabal aussi là-dedans. Et il y avait Arrabal. Ouais. Je continue à voir Arrabal de temps en temps, que j'aime beaucoup. Mais donc, j'avais 14 ans, j'allais au lycée, et on s'était sapé un jour du lycée pour aller sur le tournage d'Alejandro Jodorowsky, sans dire à nos parents qu'on allait sur ce tournage. Et voilà, on était fascinés, c'était genre très beatnik style, avec des gens qui fumaient, qui prenaient de la marijuana, qui prenaient des champignons, mais tout ça très ésotérique aussi. On faisait partie du cosmos, du grand tout. Et comment va-t-il? Oui, le grand tout. Mais au-delà de ça, c'était pas simplement côté ecstasy, Flower People, post-68, bien que ce soit effectivement dans les années qui suivent, tout cela. Il y avait chez Jodorowsky une capacité d'image, d'imagination sidérante. Autant que je m'en souvienne, c'était il y a bien longtemps maintenant, il y avait des scènes avec des gens complètement difformes, des nains, c'est très Arrabal ça aussi, et aussi Topor d'ailleurs, cette espèce de fantaisie très proche du surréalisme. Il aimait les monstres, monstres. C'était un peu comme Freaks. Et d'ailleurs, il était un personnage très choquant, parce qu'au nom d'une certaine esthétique, au nom de... C'était toujours des choses extrêmement provocantes. Alors maintenant, je sais qu'il lit le tarot et qu'il est complètement dans l'ésotérie. Il était toujours une sorte de mage. Et il voulait vous hypnotiser. Moi, il a voulu m'hypnotiser 1000 fois, mais je n'ai pas voulu. Vous savez que ce qui est extraordinaire, entre autres choses avec vous, c'est votre manière de vous exprimer
qui est celle de quelqu'un qui a appris le français. Ah oui, c'est vrai. Et vous vous exprimez comme quelqu'un qui maîtrise admirablement une langue apprise, mais non pas une langue maternelle. Vous avez raison. Et à certains moments, vous voyez, encore à l'instant, il est des anglicismes qui paraissent dans votre façon de vous exprimer, qui sont parfaitement compréhensibles en français. Oui. Il est une sorte de mage. Nous dirions, oui. C'est une sorte de mage. He is the kind of, voilà. Et non, mais c'est pas un reproche, c'est une remarque. Et puis vous faites comme vous voulez, vous savez, c'est pas bien grave. Mais non, ça. mais tout à coup, je me sens comme à l'école. Non, pas du tout. Mais c'est parce que vous avez. Je ne sais plus quoi faire. Parce que vous avez été l'élève de Voudzinas. Parce que, entre autres choses, ce qui explique d'ailleurs votre carrière polymorphe, pour reprendre votre mot, c'est qu'effectivement, vous dansez, vous chantez, vous jouez la comédie, vous inspirez ô combien, vous êtes une sorte de muse. Parce que vous avez appris tout ça. Tout à l'heure, avant d'entrer sur scène, vous me disiez que vous aviez appris le chant avec Mady Mesplé. Je vous rappelais Voudzinas, dont on se demandait s'il était encore de ce monde. Et Dieu sait qu'il y en a eu des gens exceptionnels aussi qui ont travaillé avec Voudzinas. Delphine Seyrig, entre autres. Oh oui, oui, moi j'ai beaucoup aimé Andreas Voudzinas. Alors c'était un personnage qui avait beaucoup d'ascendant sur ses élèves. Moi j'avais très peur, j'arrivais à Paris, je ne connaissais personne. Les cours de théâtre sont aussi féroces qu'un cours de récréation. Hein. Les enfants sont féroces entre eux, les gens sont féroces entre eux. L'homme est un loup pour l'homme, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et donc, même dans les cours de théâtre, il y a déjà des petites castes, des petites sociétés secrètes, il y a des alliances et puis des confrontations très violentes. Andreas Voudzinas, c'était Lee Strasberg, c'était l'acteur studio, c'était Grotowski. C'était aussi la connaissance de Peter Brook, c'était aussi une certaine manière d'appréhender le théâtre nouvelle. C'était vous mettre d'abord face à vous-même. Il y avait des exercices où quelqu'un, par exemple, ça m'avait extraordinairement intimidée. Ça durait 20 minutes et l'exercice consistait une personne qui copiait tout ce que vous faisiez, le moindre geste, le moindre battement de cils, le moindre tout, simplement pendant 20 minutes comme ça. Alors on passe par toutes sortes de stades, ça s'appelait le miroir, et c'est pour notamment apprendre à évoluer dans l'espace, apprendre comment se tenir, qui on est, quoi faire, comme quoi tout signifie au théâtre, le moindre geste, le moindre soupir. Et pour moi, ça a été une grande école. Je me rappelle que j'avais joué du Strindberg et j'ai aimé beaucoup Andreas Voudzinas. Vraiment, c'est... J'ai aussi été donc très vite dans la musique. Et la musique m'a beaucoup appris sur le cinéma et sur le théâtre. Quand j'ai commencé à apprendre le bel canto, ma grand-mère me disait toujours « Mais ma chérie, tu as une voix en or. Pourquoi est-ce que tu fais du cinéma? Tout le monde peut faire du cinéma. » Tandis que chanter, tu as une voix en or, c'est un don de Dieu. Tu dois en faire quelque chose. Et j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire de cette voix. Et j'ai commencé de manière très classique, avec des professeurs merveilleux. J'adore mes professeurs de chant. Le chant, c'est le cœur de l'être. C'est entre la tête et le corps. C'est quelque chose de très mystérieux, la voix. Et quand on a la maîtrise de la voix, on a l'impression qu'enfin, on comprend qui on est. C'est quelque chose de magique, la voix. C'est quelque chose qui vous dépasse complètement. Dans ces années d'apprentissage, vous aviez déjà l'envie de faire du chant votre métier ou c'était une manière de vous approfondir vous-même en quelque sorte? Non, j'avais envie de chanter, mais à ce moment-là, je me souviens que les gens que je rencontrais me disaient toujours « Mais vous avez une voix d'opéra, mais vous avez un physique plutôt comme ça, de bimbo, de poupée Barbie. » J'ai entendu ça, évidemment, toute ma vie. Et votre voix ne correspond pas à votre physique. Parce que vous avez une voix d'opéra très forte, très tempéramentale, et vous avez un côté romantique, petite poupée, donc ça ne va pas. Et bizarrement, j'ai eu beaucoup à lutter contre ça, vous voyez. Vous avez tourné 4 films avec Éric Rohmer, dont Perceval le Gallois, aux côtés de Fabrice Lucchini, qui était ici même il y a quelques mois. Comment se fait...
Quelle a été cette rencontre, pour vous, à l'évidence, essentielle avec Rohmer? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez croisé? Oh oui, oui, parce que en fait, c'est un ami à moi qui, au cours de théâtre, m'a dit « Oh, tu sais, il y a un metteur en scène qui cherche une blonde pour incarner le premier roman d'amour de la littérature française, qui est donc Chrétien de Troyes, Perceval, Parsifal, voilà, le grand mythe, la grande mythologie amoureuse, le premier roman d'amour. Et il cherche, il fait des auditions, pourquoi tu n'y vas pas? Voilà, ça s'est passé comme ça, par une simple audition, mais je n'ai pas été choisie tout de suite parce que je correspondais physiquement à ce que Rohmer cherchait. Il fallait une candeur, c'était pour être Blanche-Fleur, mais en même temps il fallait chanter, il fallait entrer dans toute une gestuelle moyenâgeuse, il fallait toutes sortes de choses avant d'être vraiment choisie. Donc j'ai vu Rohmer pendant longtemps, je l'ai vu pendant 1 an, comme d'autres de mes camarades, et on lisait du Marivaux, et on chantait, et on parlait, et c'est au bout d'un moment que j'ai été choisie. Mais il vous a adoré d'emblée, puisqu'il vous a demandé de travailler avec lui dans d'autres circonstances, et dans des rôles qui n'ont aucun rapport avec celui que vous teniez dans Perceval le Gallois, puisque vous êtes successivement dans Un beau mariage, qui est, je trouve, un pur chef-d'œuvre dans son genre, dans Pauline à la plage, pas un pur chef-d'œuvre dans son genre, c'est une formule complètement imbécile que je retire. C'est non. Un très bon film, ça veut rien dire. Ou c'est bien ou c'est pas bien, dans son genre ou pas, on s'en fout, c'est bon, c'est ridicule. Ne m'en veuillez pas, bon. Pauline à la plage, que je trouve également très très réussi, et puis dans ce film insensé qui s'appelle L'arbre, le maire, la médiathèque, où vous êtes, il faut le dire, extrêmement drôle, parce que vous êtes aujourd'hui, vous avez tourné un nombre considérable de films, quelque chose comme 70, chose que je n'avais pas imaginé avant que de préparer cet entretien. Vous avez une longue carrière au cinématographe, et vous êtes devenu quelqu'un d'extrêmement fantaisiste. Et il faut bien le dire, pour reprendre les mots qu'employait ici même Nicole Garcia il y a 8 jours, vous êtes une marrante, tout en ayant cette apparence très impressionnante pour nous tous, et quelquefois même un peu glaçante. Mais, à ce point? Oui, bien sûr, impressionnante, parce que tout est là. Bon, et en même temps, on voit bien que dans la dérision en particulier, vous excellez. Oui, mais vous savez, je crois que j'ai compris très vite. Pourquoi est-ce qu'on veut être acteur? On veut être acteur aussi, je pense, pour se cacher, pour échapper à la contingence, pour être quelqu'un qui est un peu hors du temps, hors du monde, et pour enfin avoir accès à des gens qui ne sont pas soi. Et moi, l'idée des personnages, ça m'a toujours, c'est ce qui me ravit. Et quand j'ai dû jouer des personnages comiques, ou des personnages tragiques, j'ai vraiment joué énormément de choses différentes, un diapason très large, un spectre très large. Pour moi, à chaque fois, c'est une gageure, c'est quelque chose dont je suis tellement fière, d'arriver à prendre un personnage, entrer dans une logique, une esthétique, un monde en soi, d'y pénétrer et d'arriver à faire croire que c'est moi. Alors que c'est un personnage. Arriver à que ce personnage est de la vérité. Et j'ai remarqué que très souvent on dit « Oh oui, mais là, vous ne jouez pas, c'est vous ». J'ai entendu ça, mais alors que j'ai joué des sorcières, des criminels, des innocentes, on me dit toujours ça, mais ce n'est pas un rôle, c'est vous. Et je suis très fière finalement qu'on me dise ça, parce que ça veut dire que je rends ces personnages crédibles. Et c'est une maîtrise, et je l'aime. Et c'est vrai que faire rire est extrêmement délicat. Il y a tellement de manières de faire rire. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de succès dans des films qui étaient comiques, comme Un Indien dans la ville, mais aussi des choses que j'ai fait avec... j'ai fait beaucoup de films comiques, finalement. J'en ai fait avec des Américains, The Boss's Wife. J'ai fait aussi des choses avec Clapier, avec Serrault, Le Libertin, avec Josiane Balasco, enfin avec Thierry Lhermitte. J'ai fait beaucoup de rôles comiques avec aussi Laurence Catrian, Les Frangines pour la télévision, des choses diverses
qui sont vraiment de la comédie drôlatique. Mais Rohmer, L'arbre, le maire et la médiathèque, c'est aussi un personnage très comique. Et les gens pensaient que c'était moi. Mais quand même, je leur disais, écoutez, elle s'extasie devant une salade en disant « Oh, mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Je crois même que je la mets sur ma tête. Ensuite, je vais... » Oui, vous faites ça très bien. Voilà, je vais en face de vaches. Et je dis « Mais on dirait des animaux préhistoriques. » Et puis je les embrasse. Enfin bon, tout ça est évidemment écrit, pensé et voulu par Rohmer. Alors on pense toujours que c'est moi. Non, quand même. C'est le jeu du comédien. Ce qu'on attend du comédien, c'est précisément qu'il transfigure sa propre réalité. La preuve, c'est que vous êtes à la fois une des interprètes régulières d'Éric Rohmer, et puis aussi dans un autre genre d'Alain Robbe-Grillet, où, il faut bien le dire, là, le contexte est un peu différent. Quand même, oui, hein. Alors c'est vrai que moi j'ai une passion pour les écrivains qui passent à la réalisation. Houellebecq. Tout récemment. Ouais. C'est quelqu'un qui, pour moi, les écrivains sont des gens qui disent la vérité. Et la vérité contemporaine, je trouve que Houellebecq est vraiment quelqu'un d'unique. C'est-à-dire qu'il décrit un certain monde tel qu'il est, avec une lucidité, une drôlerie, une férocité, et en même temps une tendresse incroyable. Et donc c'est vrai qu'il m'est arrivé de ne faire que... C'est pour ça que j'ai 70 films à mon actif, parce que je trouve ça très intéressant d'aller dans un film de Peter Handke, de Daniel Schmitt ou de Houellebecq, et d'entrer dans ce monde, même de manière fragmentée, et de faire partie je trouve que c'est un enrichissement considérable. On fait tellement de choses quand on a ce parcours d'acteur. On se commet dans toutes sortes d'émissions de télévision. On est obligé, c'est notre métier, on est mangé à toutes les sauces, voilà. Et j'aime beaucoup cette idée que j'ai eu la force toujours de garder la liberté d'aller dans des films d'auteur et d'y apparaître et d'entrer dans un certain univers et d'en être très fière. C'est vrai. Rohmer, peut-on penser vous a très très bien ressenti et très très bien mis en scène, à la fois dans cette subtilité magnifique qui est sienne, ce goût de la comédie, on peut dire. C'est vraiment, c'est un grand auteur de comédie, au sens de Lubitsch, par exemple. Enfin, c'est l'idée qui me vient. Quelque chose d'extrêmement écrit et qui a l'air d'aller de soi, ce qui est le comble de l'art. Alors, dans un genre plus cérébral, peut-être, plus déshabillé aussi, il y a votre ami Robbe-Grillet, qui ne vous a pas détesté entièrement. Alors, Alain Robbe-Grillet me fait peur. Oui. Il m'intimide et en même temps, je l'admire. C'est un personnage qui a une sorte de rire gargantuesque, comme ça, presque comme une sorte de barbe bleue féroce. Mais quand on le lit, il a été tout de même avec Nathalie Sarraute et Marguerite Duras. Et ces films sont incroyablement intimidants. C'est très difficile parce que les personnages féminins, il n'y a pas de psychologie. C'est difficile avec Robbe-Grillet. Ils n'ont pas d'intériorité, ils sont ailleurs. Et ils sont comme des symboles, comme des archétypes. Et les femmes chez Robbe-Grillet, c'est toujours des sortes de petits personnages victimes, nus, et à qui il arrive des choses épouvantables, et qui ont quand même une forme d'innocence. Alors moi, dans le dernier Robbe-Grillet, en effet, c'était très difficile, cette nudité qui n'a rien de réaliste. On est comme des effigies, comme des déesses. Mais c'était d'ailleurs le dernier film, c'est Gradiva qui vous appelle. Gradiva, c'était tiré d'un roman de Jensen, mais aussi d'un texte de Freud, sur l'idée qu'une femme qui marche sur la pointe des pieds, c'est une forme d'hystérie. Voilà, en gros, je dis ça extraordinairement en gros, parce que c'est bien plus complexe que ça. Et d'après un bas-relief trouvé à Pompéi, il y a le mystère de cette femme qui marche sur la pointe des pieds. Donc moi, mon personnage, c'était ça. C'était une sorte d'esclave fantomatique qui marche sur la pointe des pieds et qui est insaisissable. Et on ne peut pas
dire à Alain Robbe-Grillet, mais là, elle vient d'où? Est-ce qu'elle a dîné? Ou est-ce qu'il faut s'asseoir? Non, on est ailleurs. Et donc c'est diaboliquement difficile. Vous évoquiez tout à l'heure un film qui a été un très très gros succès et qui, me semble-t-il, a été pour vous le point de départ d'une évolution définitive. C'est précisément Un Indien dans la ville, où là vous jouez une espèce de pastiche de ce que l'on croit que vous êtes en réalité. Ah, il tombe dans le panneau. Non, je dis un pastiche de ce que l'on croit que vous êtes. C'est-à-dire qu'il a eu l'intelligence, le metteur en scène, de vous demander de jouer un personnage qui ressemblerait à ce que les magazines disent de vous. Et c'est irrésistible. Mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Que j'aime le thé, oui. Ils ont raison, en voici d'ailleurs. Oui. Non mais ça, on s'en fout de ce qu'ils disent. J'ai consulté un très impressionnant pressbook sur votre compte, qui est d'ailleurs multilingue, puisque vous êtes devenu depuis quelque temps quelqu'un de très renommé dans les pays anglo-saxons, ce qui est au fond une des choses les plus difficiles qui soit pour un artiste français. Parce que l'admiration pour les Français ne va pas de soi, même si on a salué à l'occasion quelques glorieux anciens. Mais vous avez très très bien réussi votre spectacle à New York l'année dernière, et les choses vont... J'ai l'impression, autrement dit, qu'un Indien dans la ville a compté pour beaucoup dans le sentiment du public et de ce métier du spectacle, qui était de se dire, mais au fond, elle est drôle, elle ne se prend pas au sérieux, elle est très bien dans la sophistication d'autodérision. Et j'ai l'impression que votre carrière, si on peut dire, on a subi, au fond... Des choses positives. Ah oui, colossalement positives. Peut-être, parce que j'ai joué plus de comédie, c'est vrai, j'ai eu accès à comme ça, des sphères, le libertin, et puis aussi de la comédie plus fine, comme les films de Patrick Mimouni, justement. Quand je serai star, qui est un des films que j'ai tourné il y a 2 ans et que j'aime beaucoup, qui est de la comédie aussi. Le deuxième degré, autrement dit. Le deuxième degré. L'ironie sur soi-même. Alors, oui, tous les gens qui font un peu qui s'emparent des rôles comiques, il faut en effet cette dimension. C'est-à-dire qu'il faut non pas... il faut savoir qu'il faut être victime du rire, il faut provoquer un rire, voilà. Mais c'est aussi une technique. Oui. C'est aussi une technique, mais ce n'est pas pour ça que j'ai joué un peu plus de comédie, mais je suis repartie dans des films de Raoul Ruiz, j'ai beaucoup tourné avec Raoul Ruiz, et bon, c'est encore de retrouver. Justement, vous avez interprété Proust, et j'allais dire naturellement, parce qu'il me semble que s'il est un écrivain qui vous correspond, c'est bien lui, alors pour le coup. Proust. Ah, mais j'adorerais, évidemment, tout le monde aimerait ça, parce que c'est vraiment... l'intelligence et la sensibilité et aussi un des très très grands génies du monde. D'ailleurs maintenant, on dit qu'une chose est proustienne, c'est-à-dire qu'il y a un monde derrière ce mot de Proust, tout ce qui est la mémoire involontaire, tout ce qui est la mémoire tout court, tout ce qui est le rapport au temps, c'est Proust qui nous a aider à penser tout ça et à ressentir. Et voilà, donc bon, bien sûr, j'aimerais beaucoup. Mais donc après ce passage des comédies, non, j'ai joué des rôles qui m'ont beaucoup... J'ai adoré jouer Sissi l'impératrice, ça a compté pour moi beaucoup, ce parcours de femme très tragique. Et puis... Mais la télévision vous a très bien servi. Oui, c'est vrai. Milady aussi m'a beaucoup amusée. Et ça, ce ne sont pas des rôles comiques, ce sont... Sissi n'était pas du tout un rôle comique, c'était un rôle, au contraire, où on approchait, je dirais même, l'essence de toute féminité. Et c'est pour ça que quelquefois, des personnages qui deviennent des mythes sont tellement attachants, des personnages historiques, car pourquoi est-ce qu'ils deviennent un mythe? Il y en a eu des princesses, il y en a eu des impératrices depuis 2000 ans d'histoire, mais tout à coup, il y en a une comme ça, que les gens aiment. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait de plus un mystère et quelque chose d'incroyablement avant-gardiste dans le fait de s'incarner en tant que femme. Pour la première fois, elle voulait être aussi sportive que les hommes, aussi tenace que les hommes. Elle voulait s'affronter aux éléments comme les hommes. Elle ne voulait pas de la mièvrerie de la cour. Elle voulait trouver
sa voix, sa singularité. C'est un peu le parcours de toutes les femmes. Et pour moi, ça m'a bouleversée d'incarner ce personnage. Pardon, je reviens à Proust, hein, parce que plus j'y songe, plus il me semble que c'est dans sa lumière que vous pourriez, vous auriez pu, ou que peut-être vous pourrez vous exprimer aussi. Et il me semble que cette espèce de traversée du temps que vous avez entreprise, et cette traversée des arts, hein, Oui. non, moi je vous sens à l'aise dans cet univers qui est celui de la mémoire, de la reconquête, de la... c'est ça, c'est pour ça que ça me paraît plausible, enfin, et souhaitable, parce que... Ah, ben, ce serait merveilleux. Oui, oui, oui. Oui. Et vous savez, je, en effet, maîtrise du temps. C'est la chose qu'on maîtrise le moins au monde. Mais moi, j'essaye tous les jours de ma vie d'avoir un fragment de temps idéal, tous les jours. Alors, il est plus ou moins long, quelquefois il est microscopique, mais il est là. Je ne veux pas que le temps s'écoule sans en avoir la jouissance quotidienne. Et je fais tellement de choses, c'est aussi pour ça, c'est pour apprivoiser le temps. C'est vrai que j'ai tellement travaillé la musique, tellement travaillé la danse. Et vous savez, l'année dernière, j'ai donné à peu près 60 concerts à travers la France, et puis le Canada, et puis voilà. Et puis là, j'en ai en Turquie, j'en ai un peu dans des tas de pays. Et je me dis, j'ai réussi, c'est une chose dont je suis fière, à être une actrice, mais aussi une athlète physique et vocale. Et quand il faut être comme ça, au niveau qui est un niveau d'excellence, parce que quand les gens viennent au Canada et qu'il y a 4000 personnes qui viennent vous écouter chanter, il ne faut pas décevoir, il faut vraiment être quelqu'un d'inoubliable. Et c'est vrai que mon parcours qui a l'air tellement... diversifié, qui a l'air d'être un peu comme un feu d'artifice dans tous les côtés, pour moi, il a une espèce de cohérence interne très grande, qui est le plaisir d'exister et le plaisir d'exceller. Et par rapport au temps, nous revenons à Proust, quelquefois on excelle dans un tout petit fragment, et d'autres fois on excelle dans un temps plus vaste. Ça dépend des fois, mais il faut toujours avoir l'idée de s'être dépassé, d'être allé au-delà de soi-même, d'être arrivé à transgresser ce qu'on est pour arriver à quelque chose de plus indicible. Mais vous parlez du chant dont vous avez une pratique quotidienne de toujours. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup c'est devenu pour vous une activité professionnelle? Mais parce que c'est extraordinairement difficile et qu'il faut se trouver. Et dans la vie, on reste une énigme pour soi, je crois. On met du temps à éclore. On sent les choses, je crois. Et puis, on les sent, on a une préscience. C'est comme une couleur à l'horizon. On sait qu'elle est là. Et qu'un jour, on sera dans cette couleur, violemment, passionnément. Mais c'est comme une évocation sur notre avenir. On sait qu'un jour, ça viendra. Et il faut se donner les armes pour que ça arrive. Et quelquefois, malheureusement, c'est la vie de tellement d'artistes. Et quand on lit les biographies en sont pleines, les gens, de grands artistes, ne sont pas en accord avec leur temps. On passe à côté d'eux. Et ils en souffrent terriblement. Et pour les acteurs, notamment, c'est une réalité terrible. Nous sommes 80 000 acteurs. Et il y a un tout petit faisceau de lumière qui s'arrête sur quelques-uns, dont je fais partie. Par une sorte de miracle, comme ça, de l'existence. Et donc, il y a tous ces gens qui savent qu'ils ont toutes ces potentialités, toutes ces valeurs, mais qui n'arrivent jamais à coïncider avec leur époque. Et moi, le chant est venu tardivement. J'ai beaucoup travaillé. J'allais de Monteverdi à Handel, de Bach à Debussy. Et puis tout à coup, on me disait « Mais non, on chante des choses contemporaines. »
Et puis, il y avait toute une étude, tout un... Et c'est ce travail, ce parcours, ce tâtonnement, cette grâce de l'apprentissage, qui quelquefois débouche sur quelque chose que le public va adorer, et quelquefois ça reste dans l'obscurité. Ça, on ne le sait jamais d'avance. À mort, si les chiffres que j'ai lus sont les bons, frise le 1 million d'exemplaires. Oui. C'est colossal. C'est vrai. Tout vous réussit. Oh, tout me réussit. Ah oui, si. Oui, si, franchement. La scène, et pas simplement en France. Les disques, le cinéma, la télévision, qui encore une fois a très bien su, je trouve, vous requérir. Oui. Vous avez fait des choses à la télévision qui ne ressemblent pas à ce que vous faites au cinéma. Il faut dire que ça serait difficile d'imaginer ça au cinéma. Oui. On a le sentiment que toutes ces années d'études, d'approfondissement, d'interrogation, d'admiration aussi, que vous avez toujours développé pour bon, tout ça finalement vous mène, je ne sais pas où, mais en tout cas vous êtes là et bien, bel et bien. Alors beaucoup plus qu'à 20 ans. Ah oui, bien sûr, nécessairement. Mais dans votre métier, ça n'est pas inéluctable. Non, je sais bien. Il y a beaucoup de gens à qui il advient l'inverse, absolument. Mais malheureusement, Dieu sait que c'est comme ça. Mais je disais tout à l'heure que le faisceau lumineux est tellement mince. Et moi, j'ai tellement d'amis artistes qui souffrent de l'obscurité. Je vais employer une formule que vous êtes venu d'ailleurs. Je veux dire par là que vous avez apporté, et c'est certainement l'une des raisons de votre succès foudroyant sur scène depuis quelques années, c'est qu'il y a un côté qui n'est pas français, précisément. Et que les gens adorent ça. Ils adorent le monde latino, ils adorent Broadway, où vous êtes quand même produite à Broadway. Faites le compte, les artistes français d'aujourd'hui, qui ont eu l'occasion de s'y trouver comme vous, ils ne sont pas nombreux. Non, et puis c'est un public d'une exigence folle. Oui, folle. Oui, j'imagine que pour vous, quand vous entrez... tout à l'heure, nous étions dans la coulisse, comme il convient, et nous écoutions les premières mesures de cette musique que j'aime beaucoup, qui nous sert de générique. Et je vous disais, vous voyez, pour moi, c'est le moment le plus difficile, le plus exaltant et le plus terrible. Bon, et je n'ai pas de difficulté, en toute modestie, à me mettre à votre place à New York, alors que vous allez entrer en scène devant un public qui, bien sûr, vous connaît, puisqu'il est venu pour vous écouter, vous applaudir, mais dont on connaît l'extraordinaire exigence et l'absence absolue d'indulgence. Il faut être parfait. Absolument. Sinon, c'est l'emboîtage garanti. Oui. Et vous savez, je me disais, mais je suis comme un petit taureau fou dans une arène où je vais recevoir des banderilles et peut-être une mise à mort. Quand j'étais à Broadway, j'avais très très peur, car en effet, les Américains quand on est à Broadway, on a les plus grandes comédies musicales au monde qui sont la porte à côté, et il faut s'affronter à des gens extraordinairement avertis, mais ils aiment la musique. Et voilà, j'ai eu la chance que ça se passe merveilleusement. Et j'étais heureuse de ça, parce que c'est vraiment... Oui, il y a Charles Aznavour, et puis il y a très peu d'êtres qui traversent l'Atlantique dans ce sens-là. C'est vrai. Enfin, dans les vivants et en activité, Aznavour, effectivement, continue. Et quand il est aux États-Unis, il remplit Carnegie Hall. Hein. Bon. Et à part ça, faites le compte, les doigts d'une main suffisent. Hein. Voilà. C'est terrible. Enfin, c'est terrible, c'est magnifique en même temps pour vous. Dans le dernier film d'Anne Fontaine, vous avez eu cette chance d'être la partenaire de Danielle Darieux, que j'aimerais beaucoup convaincre de venir un jour sur ce plateau, et qui ne fait absolument pas mystère de son âge, puisqu'elle a 90 ans, et comme elle a raison. J'allais vous demander de nous la raconter, si tant est que ceci soit possible. Alors, c'est une femme très forte, Danielle Darieux, qui a un âge merveilleux parce qu'elle est d'une jeunesse, d'un enthousiasme, d'une gaieté incroyable. Elle n'est pas du tout une vieille dame ronchon qui... Voilà, elle est quelqu'un de dynamique et qui a une telle envie de jouer à son âge.
Donc ça, c'est un parcours. Nous, le parcours de Danielle Darieux nous semble extraordinaire. En plus, elle a vraiment fait ce qu'elle a voulu. Elle était extraordinaire dans les films de Max Ophuls, dans Le Rouge et le Noir. Elle a chanté, elle a été la divinité pour les générations de nos grands-parents. Mais pour elle, ce n'est pas assez. Et c'est en même temps sa jeunesse, c'est qu'elle veut encore jouer. Oui. Oui. C'est un cas totalement unique, puisque à ce jour, Danielle Darieux a derrière elle 75 ans de carrière, Ah oui. 3/4 de siècle. Elle est née en 1917 et elle a tourné son premier film en 1932, Ah oui. à l'âge de 15 ans donc. Et que depuis 1932, ce qui fait tout de même 75 ans, Oui. ouais, c'est ça. Elle n'a littéralement jamais cessé d'exercer son métier. Et alors Anne Fontaine, qui est donc cette réalisatrice tellement, enfin, qui maîtrise tellement le cinéma et qui est tellement intéressante, que j'ai eue au téléphone hier, m'a dit « Ah, mais Danielle Darieux m'a dit, mais faites-moi jouer un petit rôle dans le prochain film. » Et voilà, c'est ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire. Oui, et comme c'est elle a qui est raison. formidable, comme elle a raison. Oui. Parce que souvenez-vous, dans 8 femmes, non seulement elle jouait la comédie, mais elle chantait. Oui, et c'était elle qui chantait. Oui, alors que, oui, Ouais, est-ce qu'elle on peut pas en chantait dire les autant de autres? tout le Non, monde. pas. Bah non, parce qu'elle, elle a appris, comme vous, le chant. Oui, oui, c'est vrai. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Ah oui, c'est... Enfin, supposer qu'on ne soit pas modeste, ça vous oblige à l'être. Hein, Oui. quelqu'un comme elle. Oui. Oui, Oui, mais vous savez, je crois que quand on part d'un principe presque comme une éthique de l'admiration, oui. je crois que c'est la meilleure attitude à avoir, parce que quand on admire quelqu'un, il y a quelque chose qui passe et on prend un peu de cette substance qu'on admire. Et c'est une école d'apprentissage, l'admiration. Donc nous admirons Danielle. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous mesurez, ce pourrait être au fond c'est une conclusion provisoire, est-ce que vous mesurez que le meilleur pour vous est à venir? C'est l'évidence, mais oui. Est-ce que vous vous en rendez compte? Oui, mais c'est vrai que quand je pense à demain, à après-demain, à cet été, à cet hiver, il n'y a que des choses merveilleuses qui m'attendent et je suis toujours dans le mouvement, mettons. Alors, à demain, Ariel. Oui. Merci.